Je comprends que je vous prends le matin de bonne heure et je suis très heureux d'être là parmi vous, Monsieur le Président de l'Association des maires de France et président d'intercommunalité, cher François Baroin, Monsieur le Premier vice-président délégué, André Léniel, Monsieur le secrétaire général, cher Philippe Laurent. Je voudrais saluer ceux qui sont autour de moi à cet instant, à cette tribune, Madame le professeur, saluer Carole Delga, avec qui j'ai partagé 2 journées au mois de septembre dans sa région, saluer Pierre Jarlier, et puis saluer aussi mes collègues maires ici présents et le président et vice-président délégué de la délégation aux collectivités territoriales, accompagné de Françoise Gatel, qui est là, comme Agnès Lebrun, qui ne quitte plus le Sénat et qui vient d'accepter de se délocaliser après 2 journées partagées, et vous tous. Je suis heureux d'ouvrir cette séquence de votre congrès consacré à un thème majeur pour tous les élus de la République: décentralisation, déclin ou audace. Il y a quelques années, ce thème aurait pu paraître curieux. En effet, depuis 1982, puis l'acte 2 de la décentralisation porté par le président Jacques Chirac, depuis cet acte 2, l'article 1er de notre Constitution dispose que l'organisation de notre République est décentralisée. L'affaire paraissait donc entendue, et d'autant plus entendue qu'il y a encore seulement quelques mois, le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis, je le cite, un pacte girondin suscitant un réel espoir. Espoir entretenu avec la mise en place, c'était le 17 juillet 2017, d'une conférence nationale des territoires qui avait pour objectif, et je cite là aussi, de renouer la confiance entre l'État et les collectivités. Espoir à ce jour déçu, tant la pratique gouvernementale s'est écartée des discours, tant le dialogue promis s'est transformé en leçons, réunion après réunion, au point de conduire Régions de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des maires de France à prendre une décision de se retirer de la Conférence nationale des territoires au mois de juillet dernier, pointant une recentralisation sans précédent. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la décentralisation? De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque un pacte girondin? Certes, on n'avait pu penser qu'en usant de cette expression, le président de la République avait souhaité rendre un hommage particulier à ces 2 enfants de la Révolution, si chers au cœur de François Baroin, que sont la commune et le département. Après un peu plus d'une année, je crains que l'exécutif ne se soit en réalité davantage référé à la vision de la décentralisation qu'avait le doyen Maurice Horiou à la fin du XIXe siècle, école de Toulouse, Madame Delga. Eh oui, une décentralisation conçue, et je cite le doyen, comme une manière d'être de l'État, faisant ainsi peu de cas des libertés locales auxquelles nous sommes tant attachés. Mais depuis cette époque, il semble que l'État ait oublié les bonnes manières dans ses relations avec les collectivités. Il serait même parfois adepte des mauvaises manières. Une décentralisation réussie suppose d'abord un réel respect des élus. L'épisode de la communication sur la taxe d'habitation en est le contre-exemple absolu, et je ne veux même plus formuler ce qui a été une expression très populiste. Cette année, le président de la République a préféré la forme épistolaire pour rendre compte des engagements qu'il avait pris devant vous. Cette décision lui appartient, je la respecte. Mais pour ma part, je préfère malgré tout la rencontre directe à la formule plus distanciée de l'écrit.
Dans sa lettre, le président de la République rend hommage aux maires qu'il décrit comme des passionnés de l'intérêt général. Il a raison. Et c'est d'abord l'intérêt général de notre pays, sa situation, que je souhaite évoquer ce matin. N'oublions pas qu'en mai 2017, l'élection présidentielle a fait apparaître au premier tour l'existence de 4 blocs, que 40% des suffrages exprimés se sont portés sur les extrêmes de notre échiquier politique. Je ne suis pas certain que la situation politique ait beaucoup évolué depuis cette période. C'était pourtant l'échange que j'avais eu avec le président de la République quand il avait eu l'extrême courtoisie, à la veille de la cérémonie d'investiture, de me rendre visite au Sénat. Et il m'avait dit « Président, comment vous sentez les choses ?» Je lui avais dit « N'oubliez jamais le premier tour. Car le premier tour nous fait un devoir de cohésion, nous fait un devoir de républicain. » Je ne donnais pas la leçon, mais je voulais simplement dire que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, la fragmentation n'est pas que politique non plus, elle est aussi territoriale. Les fractures territoriales se sont encore aggravées entre villes moyennes, petites villes, territoires ruraux, certains territoires périurbains et des métropoles de dimension européenne. Nulle intention dans mon esprit de les opposer. Nous avons besoin des métropoles. Mais, comme si, pour reprendre, je la partage, et j'en avais fait rapport au président de la République, François Hollande, en 2015, la formule récente du géographe Guilly, au fond, Paris est plus proche de Londres, d'Amsterdam ou de Barcelone que d'Aurillac ou de Moulins. Voilà la réalité qui risque de fragmenter notre pays. Cette fracture territoriale se double parfois d'une fracture sociologique. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt Jean Viard dans La Croix cette semaine. Pour lui, il est nécessaire de revoir les conditions de mise en œuvre de la transition écologique, qui ne doit plus être conçue que par un prisme strictement urbain, mais bien être pensée pour être acceptable par l'ensemble du pays. Le discours sur l'écologie ne doit pas être réduit au déplacement à vélo ou en véhicule électrique. Quand plus de 70% de nos concitoyens utilisent leur véhicule pour travailler, pour un trajet moyen, je le rappelle, 25 km aller, 25 km retour, et que 40% d'entre eux n'ont qu'un choix alternatif. La transition écologique doit prendre en compte la situation de nos compatriotes, de la classe moyenne, qui vivent dans ce milieu rural, de petites villes et périurbains, sans transport collectif péréqué. Ce besoin de compréhension, au fond, s'exprime ces jours-ci de manière forte, au travers d'un mouvement que je n'ai pas besoin de qualifier, que vous avez tous en tête et qui porte une couleur jaune, mais qui est la France d'à côté, que je décrivais en 2015. Simplement vous souvenir que notre rapporteur spécial au Sénat, et c'est au journal officiel de la République, Jean-François Husson, sénateur de Meurthe et Moselle, disait le 24 novembre 2017, lors de l'examen du projet de loi de finances, notamment sur la question de la taxation des carburants, qu'il ne voulait pas voir naître, et je cite, une nouvelle vague de bonnets rouges. Est-ce la prescience? La seule chose sur laquelle il soit trompé, c'est la couleur. Le président de la République appelle l'ensemble des forces vives du pays à regarder dans la même direction. Il faut que cette direction soit la bonne. Encore faut-il que les instruments de mesure soient adaptés et la vision partagée. C'est comme le pouvoir d'achat et la DGF. Les chiffrages macroéconomiques, c'est une facette de la réalité, mais ce n'est pas la réalité vécue concrètement par nos concitoyens et les élus des territoires. Cela alimente le sentiment d'abandon d'un certain nombre de nos compatriotes. Le risque, nous le connaissons, c'est de passer du sentiment d'abandon, d'oubli, parfois de mépris, à une réaction de sécession. Face à ce risque de sécession, vous les maires,
et jusqu'il y a peu, j'ai partagé ce destin de maire. Vous restez des remparts de la République. C'est d'ailleurs vers vous que nos concitoyens se tournent quand tout va mal. La commune, c'est la cellule de base de notre démocratie locale. On le répète sans cesse, mais c'est une vraie réalité. C'est l'entité locale d'administration par excellence, celle des bons et des mauvais jours, celle à laquelle s'identifient nos concitoyens. C'est vrai, nos concitoyens se montrent directs, parfois même injustes, avec leurs élus locaux et en particulier leurs maires. Mais vous êtes quand même les seuls auxquels ils font majoritairement confiance. Car ils savent que les maires et les élus municipaux n'ont qu'un but, dont vous avez fait la devise de ce congrès, Monsieur le Président, servir le citoyen et agir pour la République. Monsieur le Président, oui, c'est vrai qu'ils sont exigeants, mais là aussi, je préfère le hashtag Ma commune, j'y tiens, à un autre hashtag dans lequel on avait expliqué que les élus étaient bons à jeter aux orties. Servir le citoyen et agir pour la République, c'est pour le maire une belle mission. Une mission qui peut changer directement la vie des gens. Et je voudrais vous citer, lisant il y a quelques jours dans le journal L'Union, les propos d'une de nos collègues de la Marne. Elle dit très justement, c'est Madame le maire de Setso, on a mis en place une garderie, la cantine. On améliore la vie des gens avec des services qui n'existaient pas auparavant. C'est ça la réalité d'une commune de 650 habitants. Ce n'est pas une structure froide, abstraite, technocratique. C'est au fond la collectivité de la vie des gens. Et la commune, ça n'est pas qu'une structure, c'est d'abord une communauté humaine, c'est une communauté citoyenne autour desquelles, quand tout va mal, les citoyens se retrouvent. Je l'ai vécu il y a peu à Trèbes, autour du maire, deux fois crucifié au cours de cette année. Madame Delga a bien en tête cette rencontre, sans imaginer ce qui allait se passer un mois après. Mais pour apporter de nouveaux services, encore faut-il en avoir les moyens, disposer d'une réelle autonomie d'action. Encore faut-il, en un mot, que la décentralisation ait un plein sens. L'étude réalisée par le CEVIPOF le montre en voie pointe le découragement. Et je le mesure très bien lors de mes déplacements dans les départements. Le sentiment de dépossession de certains maires et des élus municipaux, que ce soit en raison des contraintes financières qui sont allées croissantes, ou du fait de la recomposition intercommunale. Je ne m'appesantirai pas sur la mise en œuvre de la contractualisation financière. Chacun connaît sa manière verticale. Le président de la République, dans sa lettre, indique que 99% des communes ne sont pas concernées. C'est oublié, cela n'a pas échappé au président du comité des finances locales, que la loi de programmation des finances publiques entend limiter la croissance des dépenses pour l'ensemble des communes, mais sans recourir pour le moment, je reprends un texte, à un dispositif coercitif. Dans cette même lettre, le président de la République reconnaît que la mise en œuvre accélérée de la réforme de l'intercommunalité sur certains territoires et l'application mécanique et parfois trop stricte de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République ont pu être source de dysfonctionnement et de déception. Citation de la lettre. En disant cela, je crois que le président fait un pas qui était nécessaire. Il faut maintenant passer aux actes pour remédier aux dysfonctionnements, apaiser les déceptions et redonner des perspectives. Le nombre élevé de démissions de maires, mais aussi de conseillers municipaux qui ont le sentiment de ne plus beaucoup compter, nous interpelle. C'est dans cette perspective que le Sénat a placé ses travaux, c'est dans cette perspective qu'il agira dans les mois qui viennent, car maintenant, après nous être rencontrés, écrits, voici venu le temps de l'action. Au Sénat, notre vision n'est pas celle d'une décentralisation sur le déclin. Je réponds, Monsieur le Président, à votre première question. Nous croyons fermement que la décentralisation est une chance pour notre pays. Alors, notre vision à nous est-elle audacieuse? Point d'interrogation. Est-ce audacieux de considérer que la légitimité du suffrage universel vaut mieux que les décisions technocratiques? Interrogation.
Est-ce audacieux de défendre les principes de libre administration et d'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales? Interrogation. Est-ce audacieux de penser que toutes les règles ne doivent pas être dictées de Paris et appliquées de manière uniforme sur le territoire? Interrogation. Est-ce audacieux de vouloir veiller à l'équilibre des territoires, petites villes comme métropoles, territoires ruraux comme quartiers de la politique de la ville? Interrogation. Est-ce audacieux enfin de miser sur les élus locaux de la République pour développer et maintenir la cohésion de notre pays? Alors dans ce cas, oui, notre vision est audacieuse. Cette vision audacieuse, nous la partageons avec vous, Association des maires de France, Association des départements de France et Régions de France, rassemblés au sein de Territoires unis. C'est le sens de l'appel de Marseille, c'est le sens de l'accord de Rennes qui vous ont été présentés. Doit maintenant s'ouvrir vraiment une nouvelle étape de la décentralisation. Je dis bien une nouvelle étape de la décentralisation. Une nouvelle étape fondée sur les libertés locales, sur le respect et la reconnaissance des élus, sur la proximité et la subsidiarité, sur la différenciation territoriale et l'expérimentation dans le respect de l'unité de la République. C'est d'abord une décentralisation qui repose sur le respect et la reconnaissance des élus. Le respect, c'est de considérer les élus comme de vrais partenaires. Les élus, je le redis, département après département, ne sont pas les chefs de bureau de la préfecture. Ils ne sont pas non plus des majeurs sous tutelle. Les citoyens français ne sont pas des enfants. L'administration n'est pas là pour brider les élus qui ont été désignés par le suffrage universel. C'est fondamental si l'on veut pouvoir restaurer un dialogue sain et serein entre l'État et les collectivités territoriales. Et j'appelle à ce dialogue. Et de manière incessante, je pense que ce dialogue il est essentiel pour la cohésion de la République. La reconnaissance, deuxième pilier, c'est d'accepter de rénover les conditions d'exercice des mandats locaux. Notre délégation aux collectivités territoriales que préside Jean-Marie Bockel vient de rendre publique, c'était il y a un peu plus d'un mois, 43 propositions élaborées par de nombreux collègues. Elles visent des améliorations très concrètes qui concernent le régime indemnitaire, avec une attention particulière pour les maires des communes de moins de 1000 habitants. Elles concernent le régime social, la formation, la reconversion, ainsi que la responsabilité pénale et la déontologie. Un questionnaire va vous être adressé sur la plateforme du Sénat, je vous invite à vous y inscrire. Et d'ailleurs, nous allons poursuivre ce dialogue en permanence avec vous, les élus de ce pays. Les perspectives d'évolution des fonctions, la complexité croissante des conditions dans lesquelles les élus locaux sont appelés à agir appellent des réponses nouvelles. Le président de la République m'a indiqué qu'il souhaitait voir le gouvernement s'inspirer de nos propositions. Alors maintenant, il va falloir passer aux actes. Nous voulons une décentralisation qui, avec respect et reconnaissance, mise sur la proximité et la subsidiarité. Une décentralisation qui redonne du sens au mandat municipal, clé de voûte de notre démocratie locale. Moi, je vous le dis, je suis un militant de l'intercommunalité. En 1999, j'étais dans l'opposition, j'ai voté la loi Chevènement. Mais je suis aussi lucide. Et je constate qu'après les réformes de 2010 et de 2015, le peloton des élus locaux s'étire dangereusement, avec des élus municipaux pris dans de vastes ensembles intercommunaux et qui parfois décrochent. Mathieu Darnaud est le rapporteur de notre mission de contrôle et de suivi des lois de réforme territoriale. Avec plusieurs de nos collègues de toute sensibilité, il a analysé les enjeux de subsidiarité, de participation des maires aux instances de décision des intercommunalités, de capacité des communes, notamment rurales, d'exercer pleinement les compétences de proximité et de service à la population. Le principe de base qui doit nous guider, c'est celui de la subsidiarité, qui conjugue au mieux l'efficacité et la proximité. On ne gagne rien à éloigner le citoyen des centres de décision. Il faut mieux associer les maires et les élus municipaux à la gouvernance des intercommunalités, y compris les conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Car je sais que vous menez ce travail, mais le baromètre est terrible quand on regarde le nombre de démissions des conseillers municipaux, notamment, qui ne sont pas conseillers
communautaire. Notre délégation aux collectivités a également engagé un travail visant à recenser les bonnes pratiques qui concernent l'association des élus municipaux non conseillers communautaires aux décisions des intercommunalités. Tout n'est pas du domaine législatif ou réglementaire. C'est aussi notre rôle de mettre en lumière les bonnes pratiques. Maintenant, il nous faut ajuster, et ça c'est une proposition concrète, de manière pragmatique les textes législatifs et réglementaires, en particulier de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Dans la lettre du président de la République, il affirme qu'il y est prêt, qu'il a demandé au préfet de faire des propositions en ce sens. Mais je souhaite tout simplement qu'il prenne la proposition de loi du Sénat votée en juin, où tout est présent. C'est aussi ça notre vision. Je compte sur l'Assemblée nationale, et je le dis au président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale, pour se saisir de ce texte. Il est disponible. On peut, en quelques mois, Monsieur le Président, et je vous salue, régler ces choses avec l'enrichissement que vous apporterez. Et je crois que, alors qu'il y a réellement urgence, qu'il y a réellement crise de confiance, que nous avons une responsabilité, les deux assemblées, de retrouver les chemins de la confiance et d'un travail en commun, qu'on évite peut-être les procédures eau et assainissement dont on a connu un certain nombre de suites qu'on aurait pu éviter, en évitant de se draper de part et d'autre dans des postures, parce que, pardonnez-moi, l'eau coule toujours du haut vers le bas, et il faut toujours l'assainir. Alors, le gouvernement doit faciliter la création et la vie des communes nouvelles, qui peuvent être une réponse positive. Philippe Chalopin, que je vois, y a beaucoup travaillé avec Françoise Gatel, dans une proposition de loi que nous examinerons le 11 décembre. Et le gouvernement devra surmonter ses propres réticences. Là aussi, faisons œuvre de pragmatisme. Nous espérons vraiment cette ouverture pour mettre en place des communes-communautés. Au moment où le président de la République et le gouvernement prônent la différenciation territoriale, il faut commencer par un peu de souplesse de la DGCL, ça ne nous fera pas de mal. Nous voulons une décentralisation qui favorise l'exercice des libertés locales et l'adaptation aux contraintes des territoires, tout en respectant, je le dis, l'unité de la République auquel je suis tellement attaché. Parce que nous croyons dans les vertus de la décentralisation, dans le rôle des élus locaux, nous défendrons toujours proximité et subsidiarité. Nous sommes favorables à l'idée de différenciation territoriale pour mieux prendre en compte les réalités locales, les aspirations des élus, les innovations. Le Sénat est même à sa source pour les Outre-mer. Il en a été longuement en question lundi, cher François Baroin, lors de la journée des élus d'Outre-mer. Le président de notre délégation a souvent porté cette idée. C'est une nécessité pour l'Outre-mer, mais on peut en parler aussi dans l'Hexagone, en métropole. Ça n'est pas un sujet interdit. Nous voulons enfin une décentralisation qui garantisse une pleine autonomie financière et fiscale. Nos rapporteurs spéciaux sont en train d'examiner les budgets ce matin. Le président de la République a décidé de supprimer la taxe d'habitation. Il met en œuvre son projet présidentiel que les Français ont choisi. Je suis un démocrate et je respecte cette décision. Mais comme c'est le cas trop souvent, il n'y a pas eu préalable de réelle évaluation des conséquences de cette décision. C'est en fait le même point de table que pour la taxe professionnelle. J'ai par contre en mémoire les paroles du président de la République ici même, et rien ne vaut de revenir aux versets 32 à 34 de son discours de l'an dernier. Je veux garantir pleinement votre autonomie financière et fiscale. Et donc je veux qu'à l'issue de la réforme que nous aurons à conduire, les collectivités territoriales, et en particulier les mairies, aient retrouvé leur autonomie fiscale pleine et entière. Fin de citation. Ces paroles fortes, prononcées ici, c'est un engagement pour moi. Alors mettons-le en œuvre. Traduisons ces principes en mesures effectives lors de la refonte de la fiscalité locale que le gouvernement annonce pour le premier
semestre. On doit le faire ensemble. On doit le faire ensemble. Bien sûr, l'exécutif, bien sûr, les deux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, et bien sûr avec les associations d'élus. On ne convergera pas sur tout, mais, j'allais dire, changeons de méthode. On se fixe un calendrier, et je crois que nous pouvons avancer, d'autant que j'ai bien le sentiment qu'on ne pourra pas jouer les uns contre les autres, qu'il faudra qu'on joue ensemble. Ça nous fera du bien à tous. Couper le lien fiscal, je le dis, car nous ne sommes pas un État fédéral. Le rôle des élus territoriaux, ça n'est pas de gérer des financements octroyés ou concédés. C'est, si nous le faisions ainsi, passer du résident citoyen vers le résident consommateur des services publics, comme le montre l'étude du Cevipof. Oui, je pense que ce scénario final, nous devons l'écrire ensemble. Ce scénario, cet engagement, nous le rappellerons également lors de l'examen de la révision constitutionnelle. Mes chers collègues, les groupes politiques du Sénat ont pris, c'était en janvier 2018, très exactement le 24 janvier 2018, une position unanime, et je cite, de renforcer à l'article 72.2 de la Constitution les garanties d'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales. Le président de notre commission des lois, Philippe Bas, le rapporteur général de notre commission des finances, le président de la commission des finances, Vincent Eblé, y sont particulièrement vigilants. Voilà, mes chers collègues, quelques-unes des préoccupations qui sont les nôtres. Alors, décentralisation, je crois qu'il faut simplement faire preuve d'audace, écrire une nouvelle étape, et je crois que ça n'a rien d'antinomique. Je crois que le temps de la verticalité doit être fini pour le temps de l'horizontalité dans les relations que nous avons, collectivités territoriales et responsables exécutifs comme législatifs. Plus que jamais, avec l'application de la loi sur la fin du cumul des mandats, nous devons être proches de vous, attentifs à vous, dans le relais avec vous. Voilà pourquoi, avec mes collègues, nous arpentons le territoire. Nous l'arpentons pour être tout simplement en capacité de porter ce que vous ressentez. Et à partir de ce que vous ressentez, d'établir un diagnostic et de proposer, me semble-t-il, en dépassant les clivages politiques, une réponse. Car, comme le président de la République, je crois vraiment que nous devons réformer notre pays, que nous devons le redresser, que j'entendais ce matin une chronique économique stagner à 9% de chômage dont on ne sortirait pas, c'est à terme porter atteinte à la cohésion sociale, territoriale, humaine et mettre en péril les valeurs de la République. Car chaque commune est une petite république dans la grande. Et en ces temps où la République est quand même interrogée, où un certain nombre de nos concitoyens ont perdu confiance dans celles et ceux qui pourtant portent les valeurs d'alternance, je crois que plus que jamais, c'est dans ce dialogue-là que nous pourrons. On ne réformera pas ce pays sans ou contre les collectivités territoriales. On ne réformera pas ce pays sans ou contre les élus. Alors, vive la commune, vive la République et vive la France!